Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le fait que le cristallin était une lentille vivante qui permettait de faire converger les rayons lumineux sur la rétine et ainsi permettait la formation d'une image sur cette rétine. Ces rayons lumineux arrivant donc sur la rétine, nous allons maintenant nous demander ce qu'il devient à ce moment-là. Ça va donc être l'objet de la suite du cours et nous passons maintenant au grand 2, la rétine, organisation et perception des stimuli lumineux. Vous avez travaillé cette partie dans votre TP numéro 2 et vous allez ainsi pouvoir prendre en note des éléments de correction. Nous commençons par grand A, l'anatomie de la rétine. Donc vous avez observé une coupe de rétine au microscope. Je rappelle que suite à votre dissection de l'œil, vous savez que la rétine est la couche qui tapisse l'intérieur de l'œil à ce niveau-là. Et vous avez ici une première photo microscopique d'une rétine qui n'est pas celle que vous avez légendée. Je vous l'ai mis de cette façon-là, de façon à ce que vous compreniez bien en parallèle les deux schémas, l'entrée de la lumière. Ici, vous voyez, la lumière entre, arrive sur la rétine, et là, vous avez grossi, bien sûr, en vue microscopique, la rétine localisée avec l'entrée de la lumière. Vous retrouvez ici l'humeur vitrée, qui est ici à l'intérieur de l'œil, et ici la couche, la deuxième couche qu'on appelle la choroïde, qui va se trouver à l'intérieur, ici coincée entre la rétine et la sclérotique. Si maintenant nous passons au document que vous aviez dans votre TP, donc vous retrouvez la photographie microscopique que vous deviez légender et vous retrouvez les différentes couches avec la plus extérieure qui est la couche pigmentaire, donc cette choroïde dont je viens de parler, et ensuite la couche donc de photorécepteurs, la couche formée par les neurones bipolaires et la couche formée par les neurones multipolaires ou ganglionnaires. Vous avez à côté le schéma interprétatif, vous retrouvez la couche de la choroïde, la couche constituée par les photorécepteurs, la couche constituée par les neurones bipolaires et la couche constituée par les neurones ganglionnaires. Neurones bipolaires et neurones ganglionnaires constituent les fibres nerveuses qui se dirigent toutes vers le nerf optique. Vous deviez dans votre TP légender le trajet de la lumière. Donc si vous avez retenu ce que j'ai dit précédemment, la lumière entre par l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée et se dirige vers la choroïde. Donc vous avez vu le trajet que je viens de faire. Donc sur votre schéma interprétatif, vous avez donc la flèche rouge qui représente la lumière qui est captée par les pigments ici des photorécepteurs et qui va être convertie en signal électrique de type message nerveux. Ainsi, le message nerveux peut ensuite repartir le long des photorécepteurs, puis des neurones bipolaires, puis des neurones ganglionnaires, et ainsi progresser le long du nerf optique. Vous avez ensuite travaillé sur les photorécepteurs un peu plus spécifiquement et vous avez pu constater que deux types de photorécepteurs existaient que l'on appelle les cônes et les bâtonnets. Donc vous avez ici un cône, ici un bâtonnet. On les distingue ici en microscopie électronique. Regardez le grossissement x 6000. Vous distinguez ici les cônes et ici les bâtonnets, donc qui sont localisés dans la rétine. Vous avez ensuite réalisé une expérience qui s'appelle l'expérience de Mariotte, qui avait pour but de
révéler l'existence d'une tache aveugle, puisque lorsque vous avez fait cette expérience en regardant la croix avec votre œil droit et en masquant votre œil gauche, vous avez vu qu'à une certaine distance, en avançant la feuille, eh bien ce point disparaissait. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer plus scientifiquement cette disparition? Eh bien voilà, vous étiez ici en position 1, votre œil regardait la croix, mais arrivait à distinguer le point. Pour quelle raison? Eh bien si on suit les rayons lumineux du point, on voit qu'ils arrivent sur la rétine sans aucun problème, donc votre œil était capable de voir le point. Vous avez ensuite rapproché la feuille de papier qui est passée de cette position 1 à la position 2, vous avez rapproché donc tout doucement comme ça, et en cette position bien particulière, votre œil ici voit toujours la croix puisqu'elle est dans l'axe optique direct, hein, donc elle arrive sur la rétine, mais si vous regardez le point, et si vous suivez les rayons lumineux, et bien dans cette position, les rayons lumineux arrivent au niveau du nerf optique. Or, si vous regardez cette photo microscopique de la rétine au niveau de l'insertion du nerf optique, eh bien on constate que les couches assez particulières avec les noyaux violets que vous avez vus au microscope, eh bien cette couche disparaît complètement au niveau de l'insertion du nerf optique, et donc vous avez dû en déduire que la rétine était inexistante au niveau du nerf optique. Si la rétine est inexistante, cela veut dire qu'il n'y a pas de photorécepteur, donc la lumière n'est pas captée, donc aucune vision possible. Vous avez ensuite travaillé sur la répartition des photorécepteurs dans la rétine à partir d'un graphique semblable à celui-ci. C'était pas exactement celui-ci, mais c'était le même graphique. Donc vous avez, je vous rappelle, pour lire un graphique, il faut lire les axes. Vous avez donc la densité des photorécepteurs, hein, c'est-à-dire leur nombre par unité de surface, et vous avez l'excentricité. Donc l'excentricité, je vous l'avais expliqué dans votre TP par rapport à la rétine centrale, la rétine périphérique. La rétine centrale qui se situe dans l'axe optique, donc 0 degré, et plus on s'éloigne en degrés, plus on s'excentre, et donc on parle de rétine périphérique. Donc si on analyse ce graphique, en jaune on a la courbe qui représente la densité des cônes, et en orange la densité des bâtonnets. On retrouve bien la tache aveugle avec le nerf optique, hein, l'absence de photorécepteur. Et puis donc au niveau de l'axe optique central, hein, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien on constate un pic de la courbe des cônes. Donc en termes de démonstration de rédaction, je vois que le graphique montre une densité élevée de cônes au niveau de la fovea. Au contraire, au niveau de cet axe optique, j'ai donné le mot de fovea, cette zone, l'axe optique, donc s'appelle la fovea. La densité des bâtonnets diminue très très fortement. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que la fovea, donc au niveau de l'axe optique central, est constituée uniquement de cônes et que les bâtonnets sont absents. Et ensuite, eh bien, quand on va vers la rétine périphérique, on s'aperçoit que le nombre de cônes diminue très très vite, et puis que le nombre de bâtonnets, eh bien, va d'abord augmenter, puis ensuite rediminuer. Ici, vous avez une photo microscopique de la fovea, donc cet axe optique que l'on appelle aussi la tache jaune, et vous voyez qu'à cet endroit, donc, eh bien, comme on le disait, uniquement les photorécepteurs de type cône sont présents. Et vous voyez aussi autre chose, c'est que les
cellules nerveuses qui vont conduire le message nerveux s'écartent à cet endroit de façon à laisser pénétrer la lumière le plus directement sur les photorécepteurs. Donc dans votre TP, vous deviez identifier la zone de la rétine périphérique, donc cette zone-là sur votre schéma, où vous distinguez davantage de bâtonnets que de cônes, et puis vous deviez distinguer la rétine centrale constituée uniquement de cônes. On passe maintenant à la suite avec les propriétés des photorécepteurs que vous avez mises en évidence à partir de documents de votre livre et que vous deviez comparer dans un tableau. Donc vous pourrez corriger ainsi votre tableau. Nous avons les cônes, les bâtonnets. Donc nous avons déjà dit dans la rétine, au niveau de la fovea, seuls les cônes sont présents. Leur nombre diminue en s'éloignant vers la rétine périphérique. Les bâtonnets, absents au niveau de la fovea, et de plus en plus nombreux dans la rétine périphérique. Vous aviez ensuite un document qui vous présentait d'une part la vision des couleurs, d'autre part la sensibilité des photorécepteurs et puis l'acuité visuelle. Vous constatez que les bâtonnets ne permettent pas la vision des couleurs, les cônes la permettent. Vous constatez aussi que les bâtonnets s'activent, sont stimulés, donc s'activent à l'obscurité essentiellement, puis ils se désactivent lorsque la lumière devient importante, puisqu'on arrive à une saturation des bâtonnets avec un éclairage intérieur. Les cônes, eux, s'activent en faible luminosité, mais pas très faible, et par contre ils sont performants à la lumière importante. Enfin, l'acuité visuelle, une acuité faible avec les bâtonnets, une acuité forte avec les cônes, c'est-à-dire les bâtonnets donnent une vision assez floue, les cônes une vision nette. Donc vous retrouvez ceci, les cônes, la vision des couleurs, pas les bâtonnets, la sensibilité des cônes, peu de sensibilité à la lumière. Pour les bâtonnets, très sensibles à la lumière, donc stimulés en faible luminosité. La vision nette des cônes, la vision floue des bâtonnets. En ce qui concerne les photorécepteurs, donc ils contiennent des pigments, vous l'avez vu. Ces pigments sont constitués d'une partie protéique qui est variable selon le photorécepteur. Donc les bâtonnets sont constitués d'un pigment qu'on appelle la rhodopsine, alors que les cônes sont constitués d'un pigment qu'on appelle l'opsine. Mais là, on va avoir trois opsines différentes, des opsines qu'on va qualifier de L, M et S pour short, medium et large, qui vont absorber des longueurs d'onde de couleurs différentes. Et ainsi qui vont permettre de, en se combinant, qui vont permettre la vision des couleurs. Donc vous voyez ici les opsines S qui absorbent principalement dans des longueurs d'onde courtes, les opsines M qui absorbent dans des longueurs d'onde comprises entre 500 et 600 nanomètres, et les opsines L qui absorbent autour de 600 nanomètres. Ce sont ces trois opsines en superposant les longueurs d'onde d'absorption qui nous permettent la distinction de toutes les nuances de couleurs que vous distinguez ici. Nous retournons à notre tableau pour terminer sa correction. Donc les cônes proposent trois types d'opsines qui permettent une vision trichromatique en trois couleurs. Les bâtonnets donnent une vision en niveau de gris, et puis le nom des pigments, donc les opsines S, L et M pour les cônes et la rhodopsine pour les bâtonnets. Nous continuerons dans une deuxième vidéo avec les anomalies de la vision des couleurs et nous traiterons du daltonisme.